Cléopâtre. Rien que son nom évoque des images de beauté fatale, de nuits de plaisir dans des palais dorés, et une mort légendaire par la morsure d'un serpent. Elle est l'héroïne de Shakespeare, la tentatrice de César et d'Antoine, la femme la plus célèbre de l'Antiquité. Mais derrière le mythe hollywoodien se cache une toute autre réalité. Qui était vraiment Cléopâtre VII? Était-elle une simple séductrice ou une souveraine d'une intelligence redoutable, une diplomate hors pair, et la dernière lueur d'une civilisation millénaire? Dans cette vidéo, nous allons parcourir l'intégralité de sa vie, depuis sa naissance dans un palais en proie au complot jusqu'à son suicide tragique, pour découvrir la femme derrière la légende. Préparez-vous à voyager dans l'Égypte ptolémaïque, à la rencontre de la dernière pharaone. Pour comprendre Cléopâtre, il faut d'abord comprendre son monde. Nous sommes en 69 avant Jésus-Christ. L'Égypte est dirigée par une dynastie grecque, les Ptolémées, depuis la mort d'Alexandre le Grand, plus de 250 ans auparavant. Ces rois macédoniens ont adopté les coutumes égyptiennes pour se légitimer, mais ils restent grecs de culture. La capitale, Alexandrie, est la plus brillante cité du monde méditerranéen. Son phare, l'une des 7 merveilles, guide les navires. Sa bibliothèque, la plus grande du monde, rassemble tout le savoir humain. C'est un creuset de culture, où Grecs, Égyptiens, Juifs et autres peuples cohabitent, mais où les tensions existent. Le pouvoir est instable, les Ptolémées se marient entre frères et sœurs pour préserver la pureté du sang, ce qui engendre des rivalités fratricides. Cléopâtre naît dans ce contexte de luxe, de savoir et de complot permanent. Cléopâtre VII est la fille de Ptolémée XII, surnommé Olette, le joueur de flûte, un roi faible et dépendant des Romains. Sa mère est peut-être une épouse officielle, peut-être une concubine. Dans ce palais, Cléopâtre reçoit l'éducation typique d'une princesse hellénistique, littérature grecque, philosophie, rhétorique, mathématiques. Mais elle va plus loin. Contrairement à ses prédécesseurs, qui parlaient uniquement grec, Cléopâtre apprend l'égyptien, la langue de ses sujets. Elle est la première de sa dynastie à le faire. Elle maîtrise aussi le latin, l'araméen, l'hébreu, le médo-perse, et probablement d'autres langues. Selon Plutarque, sa parole était comme un instrument aux multiples cordes. Cette intelligence linguistique lui permettra plus tard de séduire et de négocier avec les puissants sans interprète, un atout politique majeur. Son père, Ptolémée XII, est impopulaire. Pour se maintenir sur le trône, il a acheté la protection de Rome à prix d'or, écrasant ses sujets d'impôts. En 58 avant Jésus-Christ, une révolte éclate. Ptolémée XII est chassé, et sa fille aînée, Bérénice IV, s'empare du trône. Cléopâtre, alors âgée d'environ 11 ans, part en exil avec son père. C'est là qu'elle découvre la fragilité du pouvoir et la puissance de Rome. 3 ans plus tard, grâce à l'argent et aux légions romaines, son père reconquiert l'Égypte. Bérénice est exécutée. Cléopâtre, témoin de ces luttes, comprend une leçon fondamentale: pour régner, il faut être impitoyable et s'appuyer sur Rome. À la mort de son père en 51 avant Jésus-Christ, le trône revient à Cléopâtre, 18 ans, et à son jeune frère, Ptolémée XIII, 10 ans, qu'elle doit épouser selon la coutume. Mais très vite, les tensions apparaissent. Cléopâtre ne veut pas être une reine fantoche. Elle agit seule, faisant frapper des pièces de monnaie à son seul nom, ignorant son frère. Les conseillers de Ptolémée XIII, menés par l'eunuque Potino, voient d'un mauvais œil cette ambition féminine. En quelques mois, Cléopâtre est évincée, forcée de fuir en Syrie. Mais elle ne renonce pas. Elle lève une armée de mercenaires et marche vers l'Égypte. Son frère et ses conseillers l'attendent. Une guerre civile menace. À ce moment crucial, un événement va tout changer: le plus puissant homme de Rome, Jules César, débarque à Alexandrie. Il poursuit son rival Pompée, qui vient d'être assassiné sur ordre de Ptolémée XIII. César est furieux. Il s'installe dans le palais et convoque les deux prétendants. Cléopâtre sait que son destin se joue maintenant. Elle ne peut pas entrer dans le palais tenu par son frère sans se faire tuer. Selon la légende, elle imagine un stratagème audacieux. Elle se fait enrouler dans un tapis, ou un sac de literie, et offrir en cadeau à César. Imaginez la scène: le grand général romain déroule le tapis et découvre une jeune femme de 21 ans. Loin d'être une simple aventure galante, c'est un coup de génie politique. Cléopâtre, intelligente, cultivée, parle grec et un peu latin, charme César par son esprit. Elle lui expose sa vision: une Égypte alliée fidèle de Rome, capable de fournir du blé et des richesses. César, séduit et pragmatique, prend son parti.
Il ordonne la réconciliation entre les deux frères et sœurs. Mais Ptolémée XIII refuse. La guerre éclate, c'est le siège d'Alexandrie. Pendant plusieurs mois, César, Cléopâtre et leurs troupes sont assiégés dans le palais. C'est dans ces moments de danger que leurs relations se renforcent. Cléopâtre partage les risques, conseille César. Malheureusement, une partie de la célèbre bibliothèque d'Alexandrie est incendiée lors des combats. Finalement, des renforts arrivent, et l'armée de Ptolémée XIII est écrasée. Le jeune roi se noie dans le Nil. Cléopâtre est officiellement restaurée sur le trône, aux côtés d'un autre frère encore plus jeune, Ptolémée XIV. Mais elle est désormais la maîtresse de l'Égypte. Peu après, elle donne naissance à un fils, qu'elle nomme Césarion, petit César. Elle espère qu'il sera reconnu par son père et deviendra l'héritier de César. Mais à Rome, César a déjà d'autres plans. En 46 avant Jésus-Christ, Cléopâtre se rend à Rome, invitée par César. Elle réside dans une villa au-delà du Tibre, avec son fils et sa cour. César fait placer une statue en or de Cléopâtre dans le temple de Vénus. Cela scandalise les Romains, qui voient d'un mauvais œil cette reine orientale et son influence. César prépare une grande expédition contre les Parthes, et certains pensent qu'il veut faire de Césarion son héritier. Mais le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, les poignards des conjurés mettent fin à ses ambitions. Cléopâtre, désormais sans protecteur, quitte Rome précipitamment. De retour en Égypte, son mari Ptolémée XIV meurt dans des circonstances suspectes, peut-être empoisonné. Elle règne désormais avec Césarion, qu'elle associe au trône. Elle a 25 ans, et l'avenir est incertain. À Rome, la guerre civile reprend. D'un côté, les assassins de César, Brutus et Cassius. De l'autre, les lieutenants de César, Octave, son petit-neveu et fils adoptif, et Marc-Antoine. Les deux camps réclament l'aide de l'Égypte. Cléopâtre joue un jeu subtil, elle envoie de l'argent en fait, elle tergiverse. Elle finit par soutenir les Césariens, mais trop tard pour éviter la défaite des Républicains. En 42 avant Jésus-Christ, les Césariens triomphent à Philippe. Octave et Antoine se partagent le monde romain. Antoine reçoit l'Orient. Il convoque Cléopâtre à Tarse, en Cilicie, pour lui demander des comptes sur son soutien ambigu. C'est une nouvelle rencontre décisive. Cléopâtre sait qu'elle doit séduire Antoine, mais pas seulement par son corps. Elle monte un spectacle digne d'une déesse. Elle arrive sur un navire somptueux, à la poupe dorée, avec des voiles pourpres, des rames argentées. Elle est vêtue en Aphrodite, entourée de servantes en nymphes. Marc-Antoine, qui se prenait pour Dionysos, est subjugué. Mais au-delà du faste, Cléopâtre propose une alliance stratégique, l'Égypte financera ses campagnes militaires, et en échange, Antoine protégera son royaume et agrandira ses territoires. Antoine, qui a besoin d'argent pour sa guerre contre les Parthes, accepte. Il la suit à Alexandrie, où il passe l'hiver, se livrant à des fêtes et des divertissements. Mais cette liaison scandalise Rome, où Octave utilise la propagande pour dépeindre Antoine comme un homme corrompu par une sorcière orientale. Cléopâtre met au monde des jumeaux, Alexandre Hélios, le soleil, et Cléopâtre Sélénée, la lune. Puis un autre fils, Ptolémée Philadelphe. Antoine, après un bref retour à Rome où il épouse Octavie, la sœur d'Octave, revient en Orient. Il a besoin de l'argent égyptien pour sa campagne contre les Parthes. Malgré les défaites, il organise les territoires conquis. Lors des célèbres donations d'Alexandrie en 34 avenue Jésus-Christ, il distribue des royaumes à ses enfants, Alexandre reçoit l'Arménie et les terres au-delà de l'Euphrate, Ptolémée reçoit la Syrie et la Cilicie, et Césarion est proclamé roi des rois, héritier légitime de César. Cléopâtre est proclamée reine des rois, régnant avec Césarion sur l'Égypte et Chypre. C'en est trop pour Rome, Octave utilise cette cérémonie pour convaincre le Sénat qu'Antoine veut déplacer la capitale à Alexandrie et offrir l'empire à des bâtards. Octave, jeune et ambitieux, construit habilement son image. Il se présente comme le défenseur de Rome contre la reine étrangère. Il s'empare du testament d'Antoine, déposé chez les Vestales, et le lit au Sénat. Selon ce document, Antoine demandait à être enterré à Alexandrie, aux côtés de Cléopâtre. C'est la preuve qu'il a renié Rome. Le Sénat déclare la guerre, non à Antoine, mais à Cléopâtre. C'est un coup de maître, Antoine est présenté comme un Romain égaré par une femme. En 31 avant Jésus-Christ, les flottes s'affrontent au large du promontoire d'Actium, en Grèce. La bataille d'Actium est l'un des affrontements les plus décisifs de l'Antiquité. La flotte d'Antoine et Cléopâtre est puissante, mais mal ravitaillée. La tactique d'Octave,
menée par son amiral Agrippa, est supérieure. Au plus fort de la bataille, Cléopâtre, voyant que la victoire est impossible, décide de fuir avec ses 60 vaisseaux. Antoine, apprenant sa fuite, abandonne tout pour la suivre. Sans commandement, la flotte d'Antoine est anéantie. La légende dit qu'Antoine a préféré son amour à son honneur. Mais Cléopâtre a-t-elle fui par lâcheté ou par stratégie, pour sauver ce qui pouvait l'être? Toujours est-il que la bataille est perdue. Antoine et Cléopâtre se retrouvent en Égypte, mais plus rien ne sera comme avant. Octave marche sur l'Égypte. Antoine tente une dernière résistance, mais ses troupes le trahissent. Cléopâtre, craignant pour sa vie et celle de ses enfants, se retire dans son mausolée, un tombeau qu'elle a fait construire, et fait courir la rumeur de sa mort. Antoine, en apprenant cette nouvelle, désespéré, se jette sur son épée. Mais il ne meurt pas immédiatement. Il apprend que Cléopâtre est vivante et se fait porter dans le mausolée, où il expire dans ses bras. C'est une scène déchirante, immortalisée par les peintres. Cléopâtre est maintenant seule face à Octave. Cléopâtre tente une dernière fois de négocier. Elle rencontre Octave, mais cet homme froid et calculateur n'est pas César. Il lui promet la clémence, mais en réalité, il veut la garder vivante pour la traîner dans son triomphe à Rome. Cléopâtre, humiliée, apprend qu'elle sera emmenée dans 3 jours. Elle préfère la mort à la honte. Le 12 août 30 avant Jésus-Christ, elle se suicide. La légende raconte qu'elle se fit mordre par un aspic, un serpent, caché dans une corbeille de figues. Mais les historiens pensent plutôt qu'elle utilisa un poison, peut-être un mélange d'opium et de ciguë. 2 de ses servantes meurent avec elle. Octave, furieux d'être privé de son trophée, ordonne qu'elle soit enterrée aux côtés d'Antoine. Elle avait 39 ans. Avec Cléopâtre, la dynastie des Ptolémées s'éteint. L'Égypte devient une province romaine, le grenier à blé de l'Empire. Césarion, son fils, est assassiné sur ordre d'Octave. Ses autres enfants sont emmenés à Rome et élevés par Octavie, la sœur d'Octave. Seule sa fille, Cléopâtre Sélénée, survivra et deviendra reine de Maurétanie. Mais l'histoire de Cléopâtre ne fait que commencer. Octave, devenu Auguste, avait construit sa légende sur la diabolisation de la reine. Les poètes romains, comme Horace et Virgile, la dépeignent comme une reine folle et une femme fatale. Ce portrait négatif va traverser les siècles. Au fil du temps, elle devient un mythe, l'amante tragique, la beauté orientale, la séductrice. Aujourd'hui, grâce aux travaux des historiens, nous redécouvrons la femme politique, la stratège, la souveraine cultivée. Alors, qui était vraiment Cléopâtre? Ni la simple séductrice des caricatures, ni la sainte absolue. C'était une femme de pouvoir, d'une intelligence exceptionnelle, qui a manœuvré dans un monde d'hommes, à la tête d'un royaume fragile, à l'ombre de la puissance romaine. Elle a parlé 9 langues, gouverné pendant 22 ans, et a failli changer le cours de l'histoire. Sa vie est un roman, sa mort une tragédie, et son héritage un mystère. Son tombeau n'a jamais été retrouvé. Peut-être repose-t-il sous les eaux d'Alexandrie, attendant d'être découvert. Merci d'avoir suivi cette longue histoire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de partager. Et vous ?